une nouvelle doctrine, d'abord démentir et ensuite contextualiser. Absolument, absolument. Et tout a commencé, écoutez bien, d'ailleurs, et je disais à nos invités aussi, écoutez bien, ça a commencé par une déclaration désormais historique du général Mandon, commandant en chef des armées. Rappelez-vous, c'était au Congrès des maires et ça a fait quelques bruits. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà, allons enfants de la patrie, le jour de guerre est arrivé, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et alors ça a fait, vous savez, le bruit que l'on fait très 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 vite. Le lendemain, Catherine Vautrin, ministre des Armées, a dit attendez, on calme le jeu, halte au feu, c'est pas tout à fait ça. Écoutez. Il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité, nuire aux intérêts de notre pays. Et voilà, la petite phrase sortie du contexte, toujours la petite phrase sortie du contexte. Il y aurait peut-être mieux et plus à faire. Mais effectivement, le président de la République Emmanuel Macron, hier au micro de RTL M6, il a aussi surenchéri, écoutez. Quand le chef d'état-major des armées dit qu'il va falloir que les familles françaises se préparent à perdre leurs enfants, vous comprenez que ça fait peur ? Non, parce que son propos a été déformé, il a été sorti de son contexte, il a pu le clarifier comme la ministre. Donc c'est pas ça. Il y a pour tout soldat de la nation un pacte, et le soldat qui s'engage fait sacrifice, mais après il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier, ça n'a aucun sens. Alors c'est intéressant quand même la parole de Macron. L'autre parlait je vous parle que le général parlait des enfants, lui parle des soldats. Pas tout à fait la même chose, enfin jusqu'ici. Et puis ici, il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier. Attendez, il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'expliquer, il ne faut pas le dire, ou il ne faut pas d'ailleurs le penser. Tout ça est assez flou quand même. Et puis là-dessus, évidemment, hier, attention, la paix de Trump est pour l'Ukraine, ça y est. Et on entendait tout cela. Volodymyr Zelensky serait prêt à accepter le plan de Trump pour la paix. Réunion de la coalition des volontaires. Le président ukrainien indiquait à ses alliés qu'il était prêt à aller de l'avant avec le nouveau plan américain pour mettre fin à la guerre contre la Russie. Mais que celui-ci contenait encore des points sensibles qu'il souhaitait discuter avec Donald Trump. Alors, point sensible, on va en parler avec nos invités. Quel point sensible. Mais auparavant, encore une fois, évidemment, Emmanuel Macron, notre président de la République, a réagi sur ces bruits de cessez-le-feu. Parlons pas de plan de paix. Et voici ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce sont les Ukrainiens, les Européens et tous ceux qui s'associent à nous. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie, au fond, de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. Alors, notre sécurité en danger, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et juste à poser un juste tableau par rapport avec nos invités. Alors, est-ce que Zelensky, en fait, est revenu sur son rejet global du plan de paix ? Je rappelle que ce qu'exige la Russie, et Alexandre Orlov qui est là me corrigera si je me trompe, interdiction à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, diminution de son armée, cession territoriale de la Crimée, de tout le Donbass et des oblasts de Kherson et Zaporozhye. Voilà, alors, il se dirait, chez certains, que Zelensky n'aurait donné son accord qu'au plan de paix des Européens, auquel Macron, Merz et Starmer ont confié les observateurs américains, lequel plan exclut 9 des 28 plans du plan de Trump. Alors, on va expliquer tout ça à nos invités que je présente. Alexandre Orlov, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général exécutif du Dialogue de Trianon, Forum des sociétés civiles franco-russes. Je rappelle que vous avez été ancien ambassadeur russe à Paris de 2008 à 2017 et auteur d'un ambassadeur russe à Paris, vos mémoires chez Fayard, coécrit avec Renaud Girard. Nicolas Conquer, bonjour. Bonjour.
Bonjour, on vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Vous êtes porte-parole du parti républicain Overseas. Eh ben, on va savoir ce qui se passe de l'autre côté, Overseas également. Et Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Régis. Bonjour André. Grand reporter, direction de la publication d'Omerta. Et je rappelle son plus récent livre, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? C'est vraiment à y perdre son latin. Je ne dirais pas son latin de cuisine, mais il faudrait savoir ce qui se passe. Alors, je voudrais vous demander, cette histoire. D'abord, monsieur l'ambassadeur, Alexandre Orlov, au fond, il y a ce qui a été dit, ce qui s'est entendu un peu dans les médias, il y a ce plan de paix, et puis il y a eu, on en a parlé ce matin sur Toxin, l'interview de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, avec Irina Dubois. Au fond, aujourd'hui, le tableau est où? Qui veut la paix? Qui ne veut pas la paix? On a l'impression qu'un grand marchandage, négociation a commencé. Où on en est où? Écoutez, moi, je pense que tout le monde veut la paix. Tout le monde veut la paix, mais de façon un peu différente. Et alors, pour ce qui concerne le plan de paix de Donald Trump, vous savez que des gens de ma génération se souviennent bien d'une chanson célèbre de John Lennon, « Give peace a chance », donne une chance à la paix. Moi, je pense qu'il faut considérer d'abord ce plan de Donald Trump comme une chance à la paix non pas dans 6 mois, dans 1 an, mais maintenant. Alors, comme vous avez bien dit, il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de ce plan. Je veux dire tout de suite une chose. On n'a pas encore discuté ce plan avec les Russes. Nous attendons la semaine prochaine à Moscou l'émissaire spécial du président américain Steve Witkoff qui va venir et qui va parler point par point avec ses homologues russes. Ah oui, il n'y a pas encore eu discussion avec les Russes? Pas du tout, pas du tout, nulle part, pas encore. Mais bon, on a vu déjà des éléments de ce plan circuler. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Bon, il y a certains points qui sont un peu fantaisistes, mais c'est déjà une bonne base pour le plan. D'accord. Maintenant, derrière tout traité de la paix, il y a toujours le rapport de force. Il y a aussi la situation sur le terrain, et que vous connaissez très bien. Et c'est pour ça que quand je regarde le plan qui a été présenté par les Européens, il est complètement déconnecté de la réalité. Bon, ils remettent toujours la même chose. Vous voulez dire que le plan des Européens demande que, pour être très précis, que la Russie cède un certain nombre de territoires, que la Russie ne cédera pas? Oui. Bien sûr que non. Écoutez, nous avons dit dès le départ que quand cette opération a été lancée, il y a déjà 3 ans plus même, il y a eu des objectifs. Il y a eu 2 objectifs clairs. Premier objectif, arrêter l'intégration rampante de l'Ukraine dans l'OTAN. Deuxième objectif, garantir les droits des Russes et des russophones qui vivent en Ukraine. Voilà, 2 objectifs. Si ces deux objectifs sont réglés dans un plan de paix, c'est fini. Et ça, d'ailleurs, sera la meilleure garantie après, puisque Macron et compagnie parlent des garanties de sécurité de l'Ukraine. La meilleure garantie de la sécurité, c'est que ces préoccupations de la Russie qui étaient avant cette opération soient réglées par le traité de paix qu'on va signer. C'est ça. C'est le traité de paix qui pourra garantir. Alors, justement, Régis Le Sommier, vous avez été beaucoup en Ukraine, de part et d'autre, du côté de l'Ukraine, du côté de la Russie. En tant que reporter, vous en avez parlé beaucoup dans vos livres, d'ailleurs. Ce plan de paix, de paix de Trump, on vous avait entendu Alexandre Orlov, est-ce qu'on est au début, évidemment, de négociations, tout ça prend du temps, ça ne se règle pas en 48 heures, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut dégager de ce qui se passe en ce moment? Alors, moi, je souscris tout à fait à ce qu'a dit l'ambassadeur au début de son intervention, c'est-à-dire que aucun accord, aucune paix n'est possible tant que les Ukrainiens et les Russes ne se sont pas entendus.
Chacun peut faire finalement dire ce qu'il veut devant le médiateur, qui sont les États-Unis, mais sans un accord de l'autre, il n'y a pas d'accord. Du point de vue des avancées, parce qu'on entend, vous savez, en fait, vous regardez ce que dit Marco Rubio, ce que dit Donald Trump, ce que disent pas mal même les Européens, et Zelensky lui-même, c'est il y a eu des progrès énormes, on a avancé, mais quand il s'agit de décortiquer ce sur quoi on a avancé, là, personne ne s'avance. Je cite la porte-parole de la Maison-Blanche hier, Caroline Leavitt. Elle a dit quelques détails délicats, mais pas insurmontables à régler. Le problème, c'est que ces détails délicats, alors on se doute un petit peu, on se doute que évidemment, c'est la question, le premier sujet de discorde qui a été la question du partage du territoire et de l'emplacement de la ligne de démarcation. Pour la Russie, on sait que le Donbass, la conquête du Donbass est, je dirais, actée, ou c'est quelque chose qu'ils vont réclamer. Les Ukrainiens ne veulent pas ou considèrent qu'ils ne peuvent pas faire d'amendement à leur souveraineté. Mais ça va de toute façon se passer. Et l'autre point critique, c'est quelles sont les fameuses garanties de sécurité exigées par Zelensky. C'est-à-dire, est-ce que ça va ressembler à une forme d'article 5, sans qu'évidemment, nulle part, le terme OTAN soit prononcé, parce que si on prononce le terme OTAN, eh bien, on retourne à la départ, c'est-à-dire aux origines du conflit. Alors, justement, Nicolas Conquer, est-ce que le plan est-ce que ce que fait Trump, qui pensait évidemment, mais ça c'est l'éloquence de Trump qui partait, j'allais régler le conflit en quelques jours, vous allez voir, ça va marcher. Bon, il a constaté, la réalité est beaucoup plus compliquée que les souhaits. Alors, Nicolas Conquer, au fond, aujourd'hui, est-ce que Trump, alors, parce que ça a été avancé, est-ce que Trump ne joue pas un billard à 3 bandes? Il sait faire, the art of the deal, en disant, moi je vais avancer, voilà ce que je propose, et si ça ne marche pas, je dirais que ce sont les Européens qui ne marchent pas. Donc, est-ce qu'il y a de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment chacun attend que l'autre un peu avance en disant, bon, ben si vous voulez pas de ça, ça ne marche pas? Nicolas Conquer. Je pense que Donald Trump, il est très pragmatique et il n'est pas dans une posture d'attente. Il est très activiste et il est prêt à forcer cette paix. C'est un faiseur de paix, mais il va aider les parties prenantes à négocier. Et donc là, il a mis au point un plan de paix qui s'inspire du succès qu'il a obtenu avec Israël et Gaza il y a un peu plus d'un mois, et avec un peu cette même articulation avec différents points. C'est un peu plus difficile, là, Nicolas Conquer, là. Non, et il la reconnaît volontiers, et il le reconnaît volontiers lui-même, qu'effectivement, ça nécessite d'avoir les deux belligérants qui s'entendent sur ces différents points. Et force est de constater que l'action du conseiller spécial Witkoff, qui, malgré toutes les critiques qu'il peut recevoir parce qu'il fait son travail de négociateur, lui vaut en fait de faire progresser. Et je pense qu'on est vraiment dans les phases finales de un accord de paix, parce que effectivement, Trump le dit peut-être avec un peu d'emphase et d'hyperbole qu'il y a des progrès énormes. Mais là, Steve Witkoff pour aller au Kremlin la semaine prochaine. Il y a la délégation ukrainienne qui n'est pas loin également aussi dans les Émirats. Donc il y a vraiment cette notion de dire que il y a, quelqu'un disait un bouger dernièrement pour la politique française, un mot horrible, mais il y a vraiment, je pense, un alignement de structure et une volonté de mettre fin à cette boucherie. Je veux juste ressortir un chiffre qui est cynique et qui est une terrible comptabilité macabre. Mais là, on a à peu près entre 25 et 30 000 morts par mois, ce qui représente ce que les États-Unis ont subi de morts pendant toute la guerre d'Afghanistan et d'Irak. Je veux dire, le traumatisme est absolument considérable. On a du mal à réaliser, juste pour faire écho par rapport à la prise de parole du SEMA que vous avez diffusée en début d'émission, mais de montrer que la vraie volonté de Donald Trump, c'est de mettre fin à ce carnage et cette boucherie qui dure depuis plus de 1300 jours. Donc il y a une vraie volonté de le faire par activisme plutôt que d'attentisme. On l'a vu hier, la coalition des volontaires ont fait une réunion Zoom. Donc c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui parce qu'on commente, mais aujourd'hui on peut plus commenter de commenter, il faut être actif et faire avancer les négociations. Oui, alors justement, je voudrais reposer une question à Régis Le Sommier sur cette conférence Zoom dont vous parlez, Nicolas Conquer, avant de redonner la parole à l'ambassadeur Orlov. Régis Sommier, quand même, quand on regarde les Européens, et quand je dis les Européens, je parle évidemment de Macron, de Starmer et de Merz.
on a l'impression qu'ils sont dans une position de se dire oui, attendez, on va nous forcer la paix, mais c'est pas ça qu'on veut, etc. Il y a quelque chose qui s'apparente, mais dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, avec une espèce de gesticulation qui apparaît quand même de plus en plus, je dirais pas loin déconnecté de la réalité, je ne dirais pas aux paroles de l'ambassadeur Orlov, mais quand même, on se demande ce qu'ils veulent et si effectivement ils ont les moyens de vouloir ce qu'ils veulent. Régis Le Sommier. Alors, oui, hier, il y a eu un épisode assez intéressant, c'est-à-dire que il y a eu l'annonce par Volodymyr Zelensky qu'il adhérait au plan de Trump, Ouais. et ça fait un peu de bruit, il y a eu pas mal d'échos et de commentaires autour de cette annonce, c'est-à-dire que les Ukrainiens acceptent le plan de Trump, hein, ils n'ont pas dit le plan européen, Ouais. ils ont dit le plan de Trump, donc ça c'était important. Et dans le même temps, vous aviez la conférence de presse d'Emmanuel Macron en Angola, où on entendait Emmanuel Macron nous expliquer que la Russie ne voulait pas la paix, qu'il fallait se renforcer face à la Russie. Et j'ai trouvé cet épisode assez anachronique ou révélateur finalement. On avait presque l'impression qu'Emmanuel Macron voulait continuer le conflit, alors que même le président ukrainien semblait faire un pas en direction de la paix et en direction de ce que proposait Trump. Et c'est là où la position des Européens est le plus délicate, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'Europe se contente de faire ce qu'on attend d'elle dans cette histoire, c'est-à-dire apporter de l'aide à l'Ukraine, parce que c'est ce sur quoi elle s'est engagée. Elle a signé d'aider l'Ukraine auprès de Trump, ça a été acté, et donc mais qu'elle ne devienne pas un obstacle si les deux belligérants décident de se rapprocher. Et là, il y a quelque chose d'étrange dans cette position en fait, je vais dire jusqu'au-boutiste. C'est Keir Starmer, c'est effectivement Friedrich Merz, mais c'est surtout Emmanuel Macron, me semble-t-il, qui systématiquement rappelle le danger que représente la Russie, l'agression, la guerre hybride, enfin tout y va. Là, il y a eu une arrestation de personnages qui faisaient de l'humanitaire dans le Donbass, qui sont accusés d'espionnage. Je ne sais pas s'ils sont vraiment espions ou pas, mais il y a une sorte d'accélération. Ils parlent du service militaire comme par hasard en ce moment, et donc il y a une rhétorique guerrière chez nous. Oui, puis on a vu les propos de Mandon, on a vu tous les propos qu'on a cités au début. Mais tout ça, c'est lié, et dans le même temps, vous avez des gens qui recherchent la paix. Et c'est là où il y a une sorte on se demande où sont les uns et les autres, et on se demande si vraiment notre président est vraiment, comme il le dit, comme il l'affirme régulièrement, derrière ce projet de paix porté par Trump. Oui, et on se demande effectivement si un certain nombre de gens, justement, certains Européens ne jouent pas, je ne dirais pas mettre de l'huile sur le feu, mais justement, faute de jouer un rôle actif dans cette histoire, essaient de jouer à leur manière. Merci Régis Le Sommier. Merci. Alexandre Orlov, et au fond, qu'est-ce que ça traduit tout cela? Parce que ça fait quand même maintenant, comme vous dites, ça fait presque 3 ans, enfin en tout cas on n'est pas loin, puisque février 2026, ça fera même 4 ans exactement. Est-ce que ça signifie que l'Europe, une partie de l'Europe, pas tous, ne veut pas en fait jouer les médiateurs? Parce que il y a ce qui s'est passé, on ne va pas revenir aux causes de la guerre, on ne va pas revenir à Minsk, on ne va pas revenir à 99. Beaucoup de choses devraient être dites, il faudrait 3 émissions. En tout cas, on en a suffisamment parlé un peu partout. Mais aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, on connaît les avancées militaires, la situation militaire, pour ceux qui veulent la suivre, ils ne sont pas dans le fantasme, on la connaît. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on reste encore... Et je voudrais savoir, vous, en tant que Russe, quand vous entendez des gens dire « mais oui, ça y est, attendez », et ça, vraiment, c'est intéressant, de se dire, oui, mais les Russes, attendez, ils vont pas s'arrêter à l'Ukraine, si on laisse faire, ils vont arriver à Paris, ils vont prendre l'Europe, ils vont, etc., ils vont tout envahir. Ne vous trompez pas, c'est ce que veut Poutine, c'est après. Il veut reconstituer l'Union soviétique, vous avez entendu, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, ça nous inspire qu'encore une fois, je dis que les gens rêvent, les gens rêvent. Et je crois que vous avez dit que l'Europe voulait jouer le rôle de médiateur. Elle ne peut pas jouer le rôle de médiateur, puisque dans ce conflit, c'est une partie prenante au conflit. C'est un parti co-belligérant contre la Russie. Trump... vous considérez qu'ils sont belligérants? Bien sûr, bien sûr, entièrement. Mais Trump, il peut jouer ce rôle, puisque cette guerre, comme il dit, répète souvent, c'est pas moi, c'est Biden qui l'a lancé, si c'était moi à sa place, bon...
il a en partie raison. Mais là, je pense que je voudrais profiter de cette occasion pour faire un rappel historique qui peut être très utile. Il y a 70 ans, au mois de mai 1955, a été signé le traité d'Autriche. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, pendant 10 ans, les troupes des 4 puissances victorieuses étaient stationnées sur le territoire de l'Autriche. Grâce à ce traité, l'Autriche a retrouvé sa souveraineté avec 4 conditions. Il faut être pays neutre, limiter ses armements et son armée, alors respecter les droits des minorités et interdire les partis néo-nazis. Ce sont les 4 demandes qu'a formulées Poutine tout au début de cette opération. Et alors, ce traité a été signé entre l'Autriche et les 4 pays, l'Union soviétique, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Et depuis, pendant 70 ans, l'Autriche vit bien. Je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui peuvent envier l'Autriche de sa prospérité et sa situation actuelle. Voilà un bel exemple comment on peut régler des choses pareilles. Sauf qu'on a laissé l'Autriche rentrer dans l'OTAN. Non, l'Autriche, à ma connaissance, n'est pas dans l'OTAN. Non, il n'est pas dans l'OTAN. Non, ce sont les autres. C'est ça. C'est la Suède et la Finlande. L'Autriche, non. C'est vrai, vous avez raison. Justement. Et d'ailleurs, je remarque aussi qu'en 1992, quand l'Ukraine a proclamé son indépendance, dans sa constitution a été écrit que l'Ukraine est un pays neutre. Il faut tout simplement revenir à toutes ces bases pour retrouver la paix et la stabilité au centre de l'Europe, en Ukraine. Et alors, Nicolas Conquer, quelque chose qui s'est passé, je posais la question à Alexandre Love, mais quelque chose d'intéressant, écoutez, on va traduire, hein, écoutez, hier, ou avant-hier, Robert Fico, qui est Premier ministre slovaque, à propos du plan de paix américain. Et voici ce qu'il dit de l'Europe. Ça, on l'entend en Slovaquie ou en Tchéquie, mais pas tellement en France. Écoutez, Robert Fico. Alors, on va simplement traduire, évidemment, il parle dans sa langue et c'est normal. Ici, l'Europe a envoyé jusqu'ici 177 milliards de dollars à l'Ukraine. 177 milliards de l'Ukraine, et il dit, maintenant on nous demande 100 milliards de plus, par la voix de Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et il ajoute, Robert Fico, on ne sait pas de ces sommes quand même relativement astronomiques, est-ce qu'elles sont rentrées où et dans quelle poche, et comment elles ont été utilisées. Cette histoire de corruption, Nicolas Conquer, est-ce qu'elle a joué un rôle dans ce qui se passe actuellement dans ces... Je veux dire, en fait, Trump, en bon stratège, ne s'en est pas servi pour dire, comme il avait dit à Zelensky, « You don't have the cards », vous n'avez pas toutes les cartes, vous n'allez pas vous bagarrer un pays de 300 millions nucléaire, de 300 millions d'habitants. Est-ce que ça a joué ? Alors c'est vrai que là, les démissions récentes qu'il y a eu dans l'entourage de Zelensky avec des scandales de corruption, je pense pas que ce soit le catalyseur, mais ça vient prouver qu'il y a eu des flux qui ont été incontrôlés, qui avaient déjà été pointés du doigt par Trump et par des gens de l'administration qui disaient mais tous ces fonds, vous nous dites que vous en avez reçu qu'une fraction, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont perdus en route et que certains s'en sont servis goulûment. Donc il y a une vraie transparence pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des dessous-de-table ou que sais-je, qui enrichit personnellement des gens et de manière très cynique sur le dos de vies humaines qui sont sur la ligne de front. Donc je pense pas que ça soit ça qui soit vraiment déterminant dans l'accélération qu'on est en train de voir, hein, cette compression du temps actuelle. Oui, c'est qu'est-ce qui a été déterminant, le fait que justement c'est en train d'avancer quand même relativement vite. Moi, je pense qu'il y a une situation où, quand bien même la Russie progresse faiblement et à un rythme assez lent, elle progresse et c'est une guerre d'attrition et ils sont résolus et déterminés et que oui. C'est ça. Et malheureusement, le temps sans doute joue en leur faveur. C'est la force, c'est le poids de la démographie sans doute.
mais qui fait que désormais, il y a aussi une volonté, aussi, encore une fois, de dire de l'activisme de Donald Trump, qui montre bien qu'il n'était pas juste dans une quête illusoire du prix Nobel de la paix, qu'il savait qu'il n'allait pas obtenir, qui continue à concéder, à sacrifier du capital politique à l'international, alors qu'il a quand même un pays à redresser et à diriger, et qu'il est forcément déterminé à mettre fin à ce conflit dont il a hérité de l'administration d'abord Biden, mais également Obama, dont on rappelle que l'invasion de la Crimée s'est fait sans tirer le moindre coup de feu, sous des accords qui avaient été négociés piètrement par Obama et Merkel à l'époque, et donc qui ont permis à la Russie de prendre cette enclave à l'Ukraine, et qui montrent que Donald Trump, lui, va hériter cette situation et va chercher à stabiliser comme il a pu le faire dans d'autres conflits depuis 10 mois qu'il est à la Maison-Blanche. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous dites, vous, Nicolas Cancker, quand on entend des voix en Europe et ailleurs? Oui, mais Donald Trump, c'est l'agent de Poutine, c'est l'agent du KGB, il est copié-collé, c'est le programme de Poutine qu'il applique, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors c'est assez fabuleux parce que ça c'est une espèce de mantra qu'on répète jusqu'à l'usure sans la moindre preuve. Mais dernièrement, sur une chaîne qui est LCI, on entendait Caroline Fourest qui se mettait à faire de la psychologie de la personnalité de Donald Trump. Vous voyez, enfin, c'est complètement absurde, on est dans un fantasme. Je pense que Donald Trump, lui, il a mis en place des sanctions, il a menacé les partenaires économiques de la Russie avec des sanctions secondaires. Donc je peux pas voir un seul moment où on verrait la moindre affinité et surtout la volonté de capituler au profit de la Russie sur ce dossier ukrainien. Donc je pense que c'est à défaut de rappelons-nous ce qui s'est passé avec Russiagate. Russiagate, il était qualifié d'agent russe dès 2016 au moment de la campagne. Il y a eu toute l'histoire d'Hillary Clinton qui s'est révélée un faux total avec l'appui de certains membres de FBI et de la CIA. Hein. Il y a un nombre de fake news scabreuses que je n'oserais même pas répéter sur votre antenne, mais qui montrent à quel point ils sont désemparés et ils cherchent à le souiller de quelque manière que ce soit, sans jamais se donner la peine d'apporter la moindre preuve, ce qui est dommageable, parce que elle serait sans doute à prendre au sérieux, mais à force de faire des appels au loup, on ne prend pas au sérieux, alors qu'il y a évidemment des gens qui seraient sans doute financés, alimentés ou achetés par des puissances étrangères et qui mériteraient qu'on les investigue. On rappelle, et vous l'avez mentionné en début d'émission, ou c'est avant que ce soit ailleurs, qu'effectivement Zelensky et l'administration ukrainienne n'avaient pas été très collaboratifs en ce qui concernait de montrer les affaires Burisma de Hunter Biden, donc du fils de Joe Biden. On en a parlé longuement il y a 4 ou 5 ans et on était les seuls à en parler ici en France, sur l'histoire de Burisma et Hunter Biden. Merci Nicolas Cancker. En tout cas, on voit très bien que c'est en train d'avancer, ça c'est clair. Alexandre Orlov, vous êtes optimiste, modérément optimiste ou pas tellement aujourd'hui, au stade où on est aujourd'hui? Moi, je dirais je suis modérément optimiste. Modérément optimiste, puisque je sais que quand la semaine prochaine, Witkoff va retrouver mes amis à Moscou, notamment Yuri Ushakov, conseiller diplomatique du président, ils vont parler vraiment point par point. Et là, il faut négocier. Tous deux, ils peuvent réussir. Mais encore une fois, je crois que ce sont les Européens, certains leaders européens, qui peuvent jouer un mauvais rôle. Mais ils peuvent aller jusqu'à casser le processus ou le freiner, et même le casser. À mon avis, tout est entre les mains de Trump. Si Trump dit stop, on arrête, on signe la paix, les Européens vont faire comme ça, et c'est réglé. C'est pour ça que je suis modérément optimiste. Mais je crois que vraiment, on a une vraie chance, puisque tout ce plan, c'est quand même pas quelque chose qui est venu du ciel. Et quand les deux présidents, Poutine et Trump, se sont vus en Alaska le 15 août dernier, ils en ont déjà parlé. Ce sont certains éléments qu'ils ont discutés entre eux. Parce que, vous savez, dans la diplomatie, il y a beaucoup de choses qui restent confidentielles. Mais il y a derrière déjà un travail qui a été fait. Et comme vous avez déjà parlé des cartes, l'Europe n'a aucune carte, toutes les cartes sont entre les mains des Américains et des Russes. Ils peuvent vraiment arriver à la paix si les autres ne l'empêchent pas. C'est ça. Et le problème, pour vous, est-ce que les autres vont l'empêcher? Juste dernière question à Nicolas Cancker. Au fond, c'est intéressant parce que Trump, évidemment, il dit America First, il pense à son pays avec tous les problèmes qu'il a en ce moment avec ICE et compagnie. Est-ce que Trump peut imposer
Et je fais référence à la modération de l'optimisme d'Alexandre Orlov. Est-ce qu'il peut, à votre avis, imposer effectivement son plan, même devant les réticences des Européens, en tout cas de certains Européens, à votre avis? Je pense que c'est un combattant, il est très déterminé et il a réussi de nombreux paris là où personne ne le donnait gagnant. Honnêtement, son accord de paix était absolument historique entre Israël et Gaza et dans d'autres conflits, il a été déterminant. Je pense qu'on va aspirer à plus de stabilité et ça prend du temps. Il s'était initialement fixé jusqu'à jeudi de Thanksgiving qui est demain. Ouais. Là, il se dit la date butoir, la date il y en a ne plus. sera La date pas là. butoir, c'est quand ce conflit sera terminé. Ouais. Mais de fait, ça montre que beaucoup de gens disaient oui, il va abandonner le conflit, il va retirer un peu ses billes. Non, il maintient cette pression, mais en maniant la carotte et le bâton pour l'ensemble des acteurs, que ce soit Zelensky ou Poutine, parce que c'est vraiment la capacité, c'est pas de prolonger ces conflits de manière indéterminée, c'est d'arriver à y mettre fin. Et c'est là ce à quoi on reconnaît les vrais chefs d'État, les vrais leaders. Et c'est ce dont on a besoin aussi en France, pas juste de quelqu'un qui fait des vidéos Zoom et qui nous dit aujourd'hui on va relancer un service militaire ou des choses qui sont absolument hors de portée et fictives et qui créent un climat d'anxiété. Pourquoi le service militaire, juste un mot, c'est pas fictif, ça peut très bien être appliqué. En France, bien sûr, mais aujourd'hui, dans une armée professionnelle qu'on a, on n'a plus les ressources, c'est pas la vocation de l'armée que de se substituer là où l'éducation nationale a failli. Ça, c'est une vraie question qu'on abordera. André, Merci beaucoup, André, Nicolas juste Conquet. avant, on a une question du chat. Oui. Si c'est possible, j'ai regroupé les deux d'un coup. Les gens demandent pourquoi cet accord de paix marcherait mieux, si jamais il doit se développer, alors que les accords de Minsk n'ont pas fonctionné et que le mémorandum de Budapest en 1994 n'a pas été respecté. Donc les gens demandent pourquoi cette fois-ci, on devrait avoir plus confiance dans des gens, a priori, qui n'ont pas respecté leurs engagements de chaque côté. Alexandre Je veux bien me lancer. Oui, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord de paix et qu'on mette fin à ce conflit, mais ça suppose pas qu'il faut faire confiance de manière angélique à ceux qui signent le contrat, notamment à la personne de Vladimir Poutine. Donc je pense qu'il faut notamment rassurer les parties prenantes et notamment l'Ukraine par des garanties de sécurité pour assurer la pérennité, une stabilité dans la zone sur la durée. Donc c'est effectivement, vous avez raison de le dire, face aux précédents historiques, il faut pas tomber dans la candeur ou de juste se dire que la guerre ne va jamais repartir, mais il faut apporter les conditions de sécurité qui sont en train d'être négociées. C'est vrai, je rappelle juste que les accords de Minsk, par exemple, effectivement, quand on sait que et Merkel et Hollande ont avoué que ça avait été uniquement fait pour renforcer l'armée ukrainienne et qu'ils n'avaient pas du tout confiance, enfin, ils n'avaient pas accordé un poil d'importance à cela. Et François Hollande l'a dit devant les deux comiques russes, enfin les humoristes qui s'étaient fait passer pour Pedro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine. Au fond, c'est vrai, mais Alexandre Orlov, la question de la période est posée. C'est vrai que c'est terrible parce qu'on sait presque le million de morts, enfin les centaines de milliers de morts qu'il y a eu. On se demande pourquoi, on se dit pour rien. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, vous êtes médiocrement optimiste, mais est-ce que ces accords, effectivement, alors on ne sait pas, on ne va pas faire les voyants, mais est-ce que ça a plus de chance que de se passer comme les accords? Parce que je rappelle aussi, 2022, ça a failli s'arranger. Avant que Boris Johnson vienne et nous dire, voilà, il y a eu c'était à Ankara entre Russes. Donc, est-ce que ça a plus de chance aujourd'hui d'aboutir? Écoutez, de toute façon, je crois s'il y a une chose que ne pourront jamais changer, c'est la géographie. Nous serons toujours des voisins. Et c'est clair que les voisins doivent vivre en paix et pas en guerre. C'est pour ça que moi, je pense que ce traité de paix qui, grâce au Dieu, à Trump pourra être signé d'ici peu, sera le premier pas, puisque ce que manque aujourd'hui, c'est la confiance. Il y a une méfiance totale. Et alors, c'est pour ça que je crois qu'une fois signé le traité de paix avec l'Ukraine, il faut aller plus loin, il faut lancer en quelque sorte le processus d'Helsinki bis, c'est-à-dire élargir des cadres et parler de la sécurité de tout le monde. La Russie aussi a besoin de sécurité. S'il a lancé cette opération, il ne se sentait pas en sécurité. C'est pour ça. Et là, dans ce processus, sûrement, l'Europe trouvera sa place naturelle. Et la France pourra jouer le rôle moteur. Oui, voilà. Oblige. Mais comme vous dites, ça dépend de la volonté et de l'idéologie d'un certain nombre de gens. Le facteur humain. Non, toujours la volonté politique, bien sûr.
Merci beaucoup, merci Alexandre Lhomme, merci Nicolas Conquer. Voilà, on a quelques éclaircissements. Voilà, les enjeux, ça nous concerne tous. Ça concerne non seulement le continent, vous voyez, ça concerne le monde. Et on a essayé un peu d'avancer là-dessus.